parler du livre de la puissance des liens. Oui, va tout courant. Donc moi, j'ai l'immense bonheur de rencontrer ici Ilios Kotsou et sa compagne Caroline Le Sire. Donc récemment, vous avez donc publié votre livre, qui est un texte collectif. Mais avant de commencer à parler du livre, j'aimerais bien que vous vous présentiez brièvement. Oui, donc moi je m'appelle Caroline Le Sire. Je suis. C'est toujours compliqué de se présenter en quelques mots. Comme j'ai en face de moi une de mes petites créatures dont je suis la plus fière, je suis donc la maman de Néphélie, qu'on a aussi fait ensemble, en plus de nos livres. On a fait beaucoup de choses ensemble parce qu'on a créé une association qui s'appelle Émergence, que peut-être certaines connaissent. Donc l'idée, c'est vraiment de semer des graines de conscience. Et voilà, l'action de l'association, elle passe aussi par ces livres. Et donc, on va vous présenter le dernier né. C'est déjà le 5e livre. Et moi, à côté de ça, je suis très engagée dans le féminisme. D'ailleurs, hier, c'était une journée importante de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai notamment sorti ce livre « Donne-moi des ailes » qui est sur le stand et dont on reparlera peut-être. D'ailleurs, je suis contente qu'ici, ce soit une rue d'une femme. On est sur l'avenue Mélina Mercouri. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, mon amoureux. Que veux-tu dire ? Parce qu'on dit toujours Caroline Le Sire, la compagne d'Ilios Kotsou. Ilios Kotsou, l'amoureux de Caroline Le Sire. Qu'est-ce que je vais dire ? Mais voilà, on est un petit groupe de personnes ensemble. C'est rigolo parce que quand on est assis comme auteur ou comme autrice, au fond, vous pourriez être assise ou assis là où on est aujourd'hui, non ? C'est juste les accidents de la vie qui font que quelque part on se retrouve à cette place-ci plutôt qu'à celle-là. C'est toujours amusant, je me dis toujours ça, quelle que soit la taille de l'assemblée, je me dis tiens, qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on se retrouve d'un côté ou de l'autre ? Alors moi je m'amuse à quoi ? En partie à l'université libre de Bruxelles, où je m'intéresse à tous ces sujets-là, avec des étudiantes et étudiants qui font leur master en psycho, et donc je suis à temps partiel à l'université. Et j'aime beaucoup la science, ça fait des liens aussi la science, c'est faire des liens entre ce qu'on peut rechercher dans les laboratoires et la vie de la vôtre en fait, et la mienne. Qu'est-ce que ce qu'on fait dans la recherche ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur nos vies à nous ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Et comment ça peut être utile au fond ? Comment tout ça peut être au service d'une vie qui fonctionne mieux, une vie plus douce peut-être pour les personnes et aussi pour les sociétés ? C'est un domaine qui m'intéresse. Donc les bouquins qu'on a écrits, si vous regardez on va dire chronologiquement le livre qu'on a écrit dans cette collection-là, le premier s'appelle Psychologie positive. Et ça a du sens parce que dans le travail qu'on a fait Caroline et moi, les livres disent un peu les différentes étapes. Et donc, la psychopositive, qui n'est pas à confondre avec la pensée positive, c'est de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut partir du meilleur de chacune et des groupes ? Souvent, dans la psycho, on partait des défauts des êtres humains, un peu comme si, pour comprendre un véhicule, on allait à la casse en se disant qu'on va mieux le comprendre. Alors qu'on pourrait se dire, un véhicule qui fonctionne bien donne aussi de l'information. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des êtres humains, des femmes et des hommes qui fonctionnent bien ? Et comment est-ce qu'on peut faire qu'on fonctionne bien aussi en groupe ? Et donc, c'était psychologie positive, il y a un moment déjà. J'avais les cheveux beaucoup moins gris à cette époque-là. Et puis le deuxième, c'était se changer, changer le monde. Dans l'idée de se dire qu'en travaillant sur soi, ça avait un lien avec, et on en reparlera aussi, sur l'écosystème plus vaste. Et de là, après, c'était transmettre. Notamment avec Frédéric Lenoir, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Catherine Guéguin, Céline Alvarez, qui était comment tout ça on peut le transmettre, l'importance, c'est aussi des liens, non ? Transmettre, c'est donner, c'est recevoir, donc tout est une question de lien. Et puis une fois qu'on avait abordé le sujet de la transmission, ça va naturellement à prendre soin de la vie, comment tout ça nous permet de mieux prendre soin de la vie en nous, autour de nous. Alors on a fait un petit détour par un sujet qui paraît plus grave, l'année d'après, qui était comment la mort éclaire la vie. Puisque c'est aussi une question de lien, non ? Comment les feuilles mortes, en tombant, régénèrent la terre et permettent de donner naissance à autre chose. La vie naît toujours... Ah, il est là, voilà. Il est là, oui. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Et on arrive maintenant à un sujet central qui concerne tout le monde et qui est cette puissance des liens. Voilà. Donc, dans ce livre, des philosophes, des psys et des chercheurs et des grands sages parlent des différents liens. Ça, c'est pas nous, hein, les grands sages. C'est pas nous. En tout cas, c'est pas moi. Un petit peu quand même. Hein. Ni grand, ni sage, mais... Donc, il y a des différents liens qui nous tissent et qui nous rapprochent de nos semblables.
Pourquoi on ne peut pas vivre sans lien et pourquoi on est plus fort à plusieurs? Qui? On a répété dans la voiture. Qui dit quoi? Non, c'est pas vrai. Il a déjà répété, dit plus que ce qu'on avait convenu. Non, mais Je me tais, alors c'est fini. Terminé. Non, mais c'est un peu une évidence. D'ailleurs, dans les différents ouvrages, finalement, on rigolait en disant qu'on parle un peu tout le temps de la même chose, mais sous un autre angle. Et donc, cette question des liens, c'est sûr qu'on l'a abordée déjà dans le livre sur Quand la mort éclaire la vie, parce que une des personnes qui intervient dans ce livre-là et qui vient souvent à nos rencontres émergentes, Christophe Auré, dit que souvent, au seuil de la mort, ce qui compte, c'est combien on a aimé, et donc quels sont les liens qu'on a tissés. Et donc c'est sûr que vous qui êtes là aujourd'hui, vous le savez tout comme nous, que voilà, sans les autres, en fait, finalement, c'est à travers les autres qu'on va vivre nos plus grands bonheurs et nos plus grandes souffrances. Et donc c'est important on grandit en fait à travers les liens avec les autres. On apprend à travers les liens avec les autres. Et donc voilà, à différentes époques de nos vies, on a été blessés aussi au travers des autres, mais on a aussi reçu de l'amour, on a tant reçu des autres. Et donc voilà, c'est un thème qui était essentiel, que cette fois-ci on a pris vraiment comme thème central de notre ouvrage, mais qui avait déjà été traité auparavant. Et donc justement, ces grands sages que nous ne sommes pas, Elias et moi, éclairent justement sous différentes perspectives spirituelles, philosophiques, psychologiques. Mais donc on va détailler ça ensemble. Mais c'est sûr que sans les autres, finalement, personne ne vit sans les autres. Et parfois, quand on parle des liens, on pense les liens aux autres humains. Mais Mathieu Ricard, donc, qui est vraiment un ami dans le bien, comme on dit, et qui travaille beaucoup sur les ouvrages avec nous, dit toujours qu'il ne faut pas oublier aussi tous les autres êtres. Voilà, on sait bien à quel point les autres qu'humains, qu'on appelle parfois les plus qu'humains, les plus qu'humaines, contribuent aussi énormément à notre bien-être. Donc voilà, il ne faut pas oublier tous ces concitoyennes et concitoyens que sont voilà, les animaux, les autres animaux. Voilà. Et comparé à eux, on n'est quand même pas très habile. En tout cas, moi. Y compris notre fille d'ailleurs, parce que si vous regardez un petit poulain ou une petite pouliche, elle naît ou il naît, et quelques heures après, il est plus ou moins autonome, elle est autonome, elle va galoper. Et vous prenez une petite humaine ou un petit humain, quelques heures après, il ne sait toujours rien faire, quelques jours après, toujours pas, quelques mois après, toujours pas, et parfois, à 25 ans, ils sont toujours dans la maison des parents. Bon, c'est un cas peut-être plus exceptionnel, mais c'est vrai, nous, on est des êtres de lien par nature. Et donc, on a besoin une petite humaine sans toute une famille, sans une société, elle ne peut pas survivre. Et ce n'est pas la même chose de tous les autres animaux. Ils ont besoin de liens aussi, mais pas autant que nous. Nous, ça fait partie de la survie de notre espèce, et donc, nous sommes des animaux de liens depuis le début. Voilà, donc dans le premier chapitre, donc Abdenour Bidar évoque à travers sa métamorphose du tisserand le triple lien que tout humain... Pardon, je me reprends. Le triple lien que tout être humain développe avec soi-même, avec les autres et justement avec la nature. Donc vous m'en avez déjà parlé un petit peu. Vous avez quelque chose à ajouter? On n'a plus rien à ajouter. Non. On peut aller boire un verre. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'Abdenour, en fait, il a cette métaphore du tisserand, de la tisserande, et il propose en fait qu'ensemble on puisse prendre soin du tissu déchiré du monde. Donc c'est ça, dans sa formule, en fait, il explique, et je pense que voilà, l'actualité de ces jours-ci, de ces mois-ci, montre à quel point voilà, le tissu du monde, il est bien déchiré, et il appelle vraiment à un sursaut de chacune, de chacun. Comment est-ce qu'on peut, dans nos petits actes du quotidien, prendre soin et réparer. Donc c'est ça, sa métaphore de la tisserande, du tisserand. Parce qu'il y a plein d'actions. En fait, on en a aussi parlé en venant, c'est que... Voilà, les médias parlent beaucoup de tout ce qui ne va pas, des grandes catastrophes, des grands défis de ces jours-ci et des années à venir. Mais il y a aussi tous ces humains et ces humaines qui font plein d'actes altruistes, qui prennent soin des autres. Et c'est aussi ce qu'on a voulu montrer dans ce livre. Donc Abdenour, il met aussi en perspective, comme on le disait, le lien, le triptyque, en fait, et qu'on a aussi développé dans nos livres précédents, le lien à soi, aux autres et à la nature, qui sont des liens qui se renforcent. En fait, il y a jamais, on ne peut pas abstraire un des liens. C'est vraiment des liens qui se nourrissent dans tous les sens, en fait, comme quelque chose qui est infini. C'est vrai, non? Oui. C'est vrai ou pas? C'est à eux qu'il faut demander. Et on pourrait se dire, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la question du lien et de la grande toile du vivant, on peut se dire que la force d'une toile ou la résilience de la toile, elle est déterminée toujours
par le brin le plus fragile et pas le plus fort. Et donc c'est notre manière de prendre soin des plus fragiles qui va déterminer si on est une société résiliente à moyen et long terme, évidemment. Parce qu'à court terme, on pourrait se dire, dans la grande toile du vivant, il y a des petits sous-endroits, non, qui peuvent être des personnes, des communautés, des pays. Et c'est vrai qu'on peut avoir une tendance qui est, je vais d'abord solidifier chez moi, me protéger contre l'autre. Mais au fond, si on regarde ça de manière globale, pour finir, c'est le côté le plus fragile qui va déterminer le destin de toute la toile. Et nous, on l'oublie. On l'oublie parfois quand il y a une personne qui se bat contre les autres, une communauté contre une autre, un pays contre un autre, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça, c'est joli en plus, la métaphore d'Abdenour, de se dire qu'on a une toile multicolore et que chaque brin de la toile est aussi important que chacun ou chacune des autres. Et donc, chaque brin est différent, mais chacun est essentiel. Et donc, voilà, on a toutes et tous intérêt à mettre notre petite couleur pour en faire quelque chose, bien sûr, de beau, mais aussi de résilient et de solide. Il y a les deux. Mais de beau aussi, non? Parce que le monde... Nous qui avons la chance de ne pas être dans un pays en guerre, de ne pas être avec des bombes sur nos têtes, voilà, peut-être qu'on peut non seulement survivre, mais ce n'est pas suffisant. On peut peut-être grandir, éclairer, illuminer le monde là où on est. Peut-être. Et ce que disait Mathieu Ricard, à propos de, je crois qu'il le dit dans son chapitre d'ailleurs, c'est qu'on nous a beaucoup baigné à l'école de cette métaphore que c'est vraiment la lutte pour la survie, il n'y a que les plus forts qui vont s'en sortir. Et en fait, si on prend vraiment, Mathieu, il est docteur en biologie, et si on prend vraiment l'histoire de la vie depuis les premières cellules, c'est vraiment une histoire de super coopération, c'est pas du tout une histoire de compétition, la vie. Et ça fait du bien de se rappeler de ça, c'est que voilà, on sait à quel point on nous a raconté pas mal d'histoires. La manière dont on raconte l'histoire aussi, elle a influencé nos comportements. Donc c'est bien de se rappeler aussi de cet aspect systémique, c'est que parfois on a des comportements qui ne nous plaisent pas, c'est parce qu'on nous a baignés là-dedans. On nous a fait croire que le gâteau, voilà, si on partage avec les autres, il y en aura moins pour nous. Mais bon, voilà, on sait bien que c'est pas vrai, donc on peut vraiment partager, on peut réapprendre en fait ces liens-là. Et on peut aussi... couper les liens, enfin, si on ne nous a pas appris ça dans l'enfance, et on va y revenir, je pense, de ce qui s'est passé dans nos enfances, il n'est jamais trop tard pour transmettre aussi une autre manière de faire société. Et ça nous paraît vraiment important. C'est aussi pour ça qu'on écrit les livres. Oui. Donc voilà, en parlant d'enfance, c'est Boris Cyrulnik. Il rappelle dans l'ouvrage que le premier lien commence déjà dans le ventre de notre mère et que nous sommes déjà connectés à l'autre charnellement. Donc, voilà. on y vient. On y vient. Il paraît que tout le monde dans la salle a été un enfant un jour. C'est vrai ou pas? Non, moi je veux toujours vérifier si c'est la réalité. Donc on a tous été enfants un jour. C'est chouette, hein, Boris, qui est un peu le papa dans nos pays de la résilience, qui a beaucoup œuvré à faire connaître ce thème. Alors dans le monde d'aujourd'hui, c'est bizarre parce que la résilience est devenue quelque chose comme une qualité personnelle. Il y a des gens résilients. C'est un peu de nouveau devenu les plus forts, les plus gagnants, les plus résilients parmi les unes parmi les autres. Alors que Boris, quand on l'écoute, il dit toujours que la résilience, ce n'est pas un attribut personnel. Ça n'a rien de personnel. La résilience, c'est un attribut du contexte, de la collectivité. Et d'ailleurs, il parle beaucoup des tuteurs de résilience. Et donc de la chance que l'on a, y compris lui d'ailleurs, hein, qui est un survivant. Mais il est un survivant aussi parce que des femmes lui ont tendu la main, parce qu'il y a une enseignante qui l'a recueilli, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est touchant parce que Boris raconte qu'il a toujours été attiré par la nature aussi, dans les liens. Et quand il était dans l'endroit où il avait été recueilli, il montait toujours sur le lavabo pour atteindre la fenêtre et pour aller regarder la nature et le monde par la fenêtre. Donc il a été nourri par les liens des humaines et des humains qui lui ont tendu la main, bien sûr, mais il a été nourri aussi depuis tout petit par les liens qu'il a toujours avec le vivant et la nature. Et comme il le disait... Vas-y. Non, vas-y. Non, c'est pour répondre à la question quand même. La question de... Oui, évidemment on a été nourri par les liens dans le ventre de nos mamans, quand on a... Et puis, parfois, par les bras d'un papa, peut-être... Et en même temps, il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance. Non, on n'est pas égaux dans la chance qu'on a eue. Donc, certaines parmi nous ont eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on est dans une famille qui a été aimante, on a reçu beaucoup d'affection depuis tout petit, on a des références stables, et on a développé une forme d'attachement. Boris a beaucoup travaillé là-dessus, de sécurité. C'est-à-dire comme on se sentait en sécurité avec la personne, ou les personnes, hein, peu importe, parce que quand Boris dit à un père, une mère, eh bien, ça peut être, en fait, le papa, entre guillemets, qui nous a mis en sécurité, ça peut être une femme.
Donc ça peut être 2 femmes, un homme, une femme, 2 hommes, peu importe en réalité. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'est senti assez en sécurité que pour pouvoir aller explorer le monde. Et plus on s'est senti vraiment en sécurité et pris en compte, plus alors l'enfant va avoir la possibilité d'aller explorer ailleurs. Ce qui paraît paradoxal, non ? On a besoin de quelque chose de très stable, de savoir que là où on est, c'est solide, pour pouvoir après aller explorer et aller voir. Et celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas eu ça, c'est un peu plus difficile. On a du mal à trouver l'endroit où on se sent en sécurité. Et parfois, des années après, ça peut continuer à une partie de ça. Mais heureusement, comme on le sait, on peut toujours changer ça. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Bill O'Hanlon, qui dit, alors il ne dirait pas ça à quelqu'un qui est traumatisé et qui est là, on peut dire ça en conférence, j'espère ici, entre nous, si on va pas trop mal, mais il disait, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. En fait, moi, ce que je voulais ajouter, parce que dans chacun de nos livres, en fait, et c'est une partie sur laquelle moi je travaille en particulier, il y a une partie annexe qui est assez copieuse, où on présente en fait des associations et des initiatives en fait qui sont en lien avec justement le thème de notre livre. Donc voilà, c'est en lien avec les liens. Et cette année, quand on a écrit le livre, j'avais pas encore connaissance de cet asso, je pense, mais on a eu l'occasion de la présenter cette année aux Journées Émergentes. Ça s'appelle Merci à un inconnu. Peut-être il y en a qui connaissent. Et c'est une association, c'est une initiative incroyable en fait, où la fondatrice, elle propose aux personnes de finalement se rappeler de ces moments dans la vie où on a été aidé, où on a été soutenu par un inconnu, une inconnue. Et ce qui est très beau, je trouve, dans cette histoire, c'est que ça fait le lien avec ton intervention. Elle s'appelle Anne Cazobon, la fondatrice, et elle raconte que quand elle avait 3 semaines, elle a été oubliée par ses parents dans un magasin, Leroy Merlin, c'est les magasins de bricolage. Et en fait, ses parents étaient en train de faire des courses et en fait, ils ont oublié le couffin, ils sont partis. Évidemment, ils sont revenus très très vite. Et elle dit que dans sa tête, pendant très longtemps, elle s'était construite vraiment dans cette histoire de résilience en disant, vraiment, elle s'était vraiment raconté toute une histoire, qu'elle avait été abandonnée. Et vraiment, c'est après tout un travail sur elle, elle s'est rendue compte qu'en fait, son histoire, c'était pas une histoire d'abandon. Parce qu'en fait, et donc elle a raconté cette année aux Journées Émergentes, elle a raconté cet épisode de Leroy Merlin, qu'en fait tout le monde s'était penché sur ce couffin, que le directeur du magasin avait sans doute fait un appel, et puis qu'il y avait les vendeuses, des mamans, des parents, tout le monde était venu. Elle n'était pas restée une seule seconde seule, ce bébé dans le couffin. Et que donc c'est vraiment cette histoire qu'en fait, pendant des décennies, elle s'est racontée cette histoire d'abandon, elle en a voulu à ses parents, elle a fait des psychanalyses, elle a vraiment... Mais finalement, elle s'est rendue compte que, voilà, au fait, elle avait été sauvée par les liens. Donc, je trouve ça très, très beau. Et donc, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir sa page Instagram, c'est très touchant parce qu'à chaque moment, en fait, on peut choisir de se pencher sur ces gens qui nous ont aidés. Parfois, c'est des détails. Parfois, on était seuls dans un train, on avait faim et quelqu'un va nous partager son biscuit. Et ça fait du bien. Et c'est ça qui est beau dans les liens, c'est qu'on peut vraiment choisir de faire. C'est vraiment un effort, en fait, comme beaucoup de choses, comme l'amour, comme l'amitié, c'est vraiment de se dire, tiens, à certains moments, je choisis de poser le regard sur des choses que je ne regarde même plus d'habitude. Et ça me réchauffe le cœur. Donc même dans un moment où je me sens seule, où il se passe un truc difficile dans ma vie, je peux revenir sur ces moments où j'ai été nourrie par les liens, où d'autres humains, ou d'autres qu'humains ont pris soin de moi. Et instantanément, on peut sentir dans le corps, parce qu'on peut revivre à ce moment-là, quand on s'arrête sur cet événement-là, on sent dans le corps ce qui s'est passé à ce moment-là. Peut-être qu'on a eu de la chaleur au niveau du cœur, peut-être qu'on a eu un big smile sur le visage. Et après, le fait de se rappeler de ça, ça va nous encourager, nous aussi, à prendre soin dans un moment où nous, peut-être tout va bien, où on n'allait peut-être pas regarder un mendiant, dire tiens, là aujourd'hui, même si peut-être tu vas aller boire cet argent-là, moi je vais te donner parce que ça me fait plaisir de partager. Et enfin voilà. Oui, c'est super important. Ça me faisait penser en pensant à Anne, au fond, la plupart d'entre nous, on a eu des souffrances dans la vie, non ? On a eu des difficultés, on en a parfois encore. Et c'est grâce aux autres et aux liens qu'on a de la chance d'avoir une amie, un ami ou un inconnu qui nous aide. Et moi, je me souviens, en étant plus jeune, j'ai grandi dans une secte. Et dans les sectes, on veut faire votre bien contre votre gré. Et donc, les liens qui sont dans les sectes, ce n'est pas des liens qui te libèrent, en fait. Ce sont des liens qui t'enferment. Il y a quelqu'un, il y avait un gourou, c'est un joli mot pour les Indiens, mais en tout cas un leader de secte qui lui décidait. Donc, on est plutôt enfermé et psychologiquement et dans notre manière d'être avec les autres. Et puis, après les années, après m'en être entre guillemets sorti de la secte et puis avoir réussi à faire quelque chose, des petites choses dans ma vie, c'est marrant, moi qui étais plutôt nourri par des livres américains et ainsi de suite, je pensais, parce qu'on me racontait ça, que j'étais quand même quelqu'un d'assez résilient, qui avait réussi à sortir d'une secte, mes parents étaient décédés, mon père suicidé, ma mère morte de pas de soins et ainsi de suite, et donc je m'étais raconté une histoire
qui m'avait servi un certain temps de voilà comment, grâce à ma force quand intérieure, on veut, on peut, quoi. voilà, quand on veut, on peut vraiment. Évidemment que ça ne se passe pas comme ça. C'est une légende qu'on nous raconte, qu'on se raconte. La réalité, avec le temps et le recul, je me suis rendu compte de quoi? Qu'en fait, il y a eu plein de moments de ma vie où des personnes m'avaient tendu la main. Et que si ces mains n'avaient pas été là, c'est pas magiquement que je suis sorti de là grâce à la force intérieure de mon esprit. C'est parce qu'il y a des mains qui étaient là. Et bien sûr qu'on a une petite responsabilité peut-être, petite, hein, qui à un moment, il faut avoir la force aussi, mais à un moment, il faut quand même regarder la main et la serrer. Parce que si on ne le fait pas, mais n'empêche que sans les mains, jamais on serait sorti de là. Et on nous raconte beaucoup d'histoires, alors un peu moins en Europe qu'aux États-Unis, de compétition, où on nous montre des personnes qui ont réussi, comme si elles avaient réussi parce que grâce à leur force intérieure, et il y a ce thème un peu dans le développement personnel, vous m'en voudrez pas, un petit coup de griffe mais gentil, qui est devenez la meilleure version de vous-même. C'est bizarre, ça. Vous voyez, c'est quelle version, d'ailleurs? Et c'est très bizarre. C'est comme si on était des gens défectueux et que grâce à telle technique, tel truc, on allait devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça pousse un petit peu à une histoire où comme si en nous, on pouvait faire quelque chose pour s'en sortir, et on gomme l'aspect des liens et on gomme l'aspect du contexte. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé de croire ça, mais scientifiquement, on pense plutôt que c'est une grande loterie du hasard, et que le hasard fait que les uns naissent ici, les autres naissent de l'autre côté du monde, dans un pays en guerre ou pas. Alors évidemment, grâce aux liens et à ce qu'on peut faire, on peut s'en sortir, heureusement. Et on peut, grâce à des personnes bienveillantes, et la thérapie peut nous aider, bien sûr, mais il n'y a pas un truc magique qui fait, tout à coup, par la meilleure version de nous-mêmes, on va s'en sortir. Et donc, on pourrait aller un peu plus loin, un petit clin d'œil, mais on oublie le pouvoir de la médiocrité. Être médiocre, c'est très reposant et c'est très utile en fait, parce que souvent on déteste ce mot, surtout en France, le mot médiocre, mais si on regarde le sens du mot médiocre, ça veut dire ce qui est entre le trop grand et le trop petit. Et en fait, nous sommes toutes, moi en premier, des médiocres, non? On est au milieu, on se ressemble toutes. Il y a des questions. Oui, mais au fond, on peut... Moi, je suis contente que vous parliez, j'écoute. Je termine sur les médiocres, et puis elle peut me corriger et m'amener ailleurs. Et donc, l'idée de la médiocrité, c'est qu'il y a une commune humanité qui nous réunit. On a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous distinguent. C'est le hasard qui fait que tout à coup, on a la chance d'arriver quelque part, qu'une porte s'ouvre et qu'on puisse qu'on puisse écrire des livres, être sur une scène et ainsi de suite. C'est pas parce qu'on est tout à coup de qualité intérieure très différents et meilleurs que les autres. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, scientifiquement, il n'y a aucune justification à ce qu'une personne gagne 1 million de fois plus qu'une autre. C'est pas dû au mérite. Oui, les gens qui sont là sont intelligents et créatifs, mais il y a dans des pays dits en voie de développement des gens aussi intelligents et aussi créatifs qui n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants. Et donc, on sait bien qu'il y a aussi une loterie là-dedans. Et donc, on peut faire quelque chose de sa vie, mais ça n'explique pas tout ça. Et donc, se rendre compte qu'on est de joyeux médiocres, c'est tellement reposant. Donc voilà, on a déjà parlé des premiers liens. Donc le deuxième est bien évidemment dans les bras de papa et l'entourage chez les enfants. Et puis un troisième lien qui est la parole. Donc c'est un lien très important. Ilios, le lien de la parole. Je parle trop déjà. J'aime taire. J'ai rien à dire. Je ne sais pas à qui je dois donner la parole, mais bon voilà, on va quand même parler de parole. Mais moi, je pense que la parole, ça parle aussi de transmission, finalement, de ce qu'on fait, de nos expériences de vie. Et voilà, c'est sûr que le fait de pouvoir écrire ces livres, ça nous permet aussi, nous, de toucher d'autres personnes. Et c'est très touchant. On dit toucher, c'est très touchant. Mais Émergence existe depuis 2009, donc cette association-là. Et c'est vrai que depuis tous les ouvrages qu'on a eu la chance de diriger, de publier chez nos 2 éditeurs, il y a pas mal de gens, on a beaucoup de retours et c'est très chouette de gens qui ont décidé finalement de pouvoir aussi, grâce à ces mots qu'ils ont lus, grâce aux conférences qu'ils ont suivies, de se dire tiens, j'ai peut-être envie de faire autre chose de ma vie, j'ai peut-être envie aussi de sortir d'une voie qui avait été toute tracée pour moi sans que vraiment je prenne le temps de m'arrêter, de réfléchir à ce qui fait sens pour moi. Donc en tout cas, voilà, moi en tout cas en termes de parole, j'aurais envie de parler de transmission, de ce qu'on peut faire aussi, de notre expérience, comment on peut aussi la partager avec les autres. Et ça rejoint aussi, dans un des chapitres, on a eu la joie d'avoir Christophe André, vous connaissez, ce psychiatre français, qui parle du pouvoir de la consolation.
Et lui, il a été gravement malade, il a été atteint d'un cancer. Il en parle maintenant ouvertement. Et je trouve que c'est beau aussi parce que parfois, pouvoir accueillir l'autre, c'est pas tout le temps parler. Et on n'a pas été habitués, nous, à laisser la place au silence, à laisser la place à pouvoir être l'autre comme il a besoin d'être. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très beau dans son ouvrage. Il explique à quel point parfois les mots, justement, ils peuvent aussi blesser. On peut être très maladroit aussi avec nos mots parce qu'on a du mal à poser la question à l'autre, de savoir, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux tisser le lien avec toi sans forcément remplir ? Et je sais que dans les ateliers de méditation qu'on anime ensemble chez Émergence, c'est tout un travail aussi de pouvoir réinvestir le silence dans une relation, même parfois dans la relation de couple. C'est vrai, parce que parfois on parle pour avoir raison, et finalement parfois le silence, il permet aussi de trouver cette temporisation pour que chacun puisse trouver sa place et que les réponses se fassent. Et donc dans ce beau chapitre de Christophe André, je sais que tu avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est quelque chose qui est très beau de pouvoir parfois demander à l'autre de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, au lieu de vouloir justement trouver une solution pour l'autre, absolument le faire, se mettre en action. Et la puissance des liens, c'est parfois simplement aller, comme on le disait, se promener dans la nature, puisque si on reprend la métaphore d'Abdenour avec les 3 liens, le lien à soi, aux autres et aux vivants, souvent ça se fait ensemble. Et donc parfois on peut aller se promener ensemble dans la nature, dans une forêt par exemple, et on sait qu'on fera vraiment du bien à notre corps, parce que notre corps finalement il est poussière d'étoiles, il va vraiment recevoir les bénéfices d'aller se promener dans la forêt. Si la personne dont on prend soin, elle est en souffrance psychologique, elle va pouvoir vraiment être nourrie. On sait qu'il y a vraiment des mécanismes qui se passent dans le corps quand on se promène dans la forêt, par exemple. Et puis le fait de simplement se promener, de se détendre, de ne pas être face à face comme ça, mais d'être en train de marcher côte à côte dans une forêt, il y a plein de choses qui peuvent se dénouer. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pensais à toutes les bêtises que je raconte souvent. Je disais, c'est dangereux la parole. Moi, je parle souvent pour avoir raison, mais en fait, c'est elle qui a raison. Donc... Presque toujours. Non, c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Donc. Je pensais par rapport à ce que tu disais sur les liens, à deux anecdotes sur les liens d'une personne qu'on a invitée à Émergence, qui s'appelle Magda Hollander-Lafont, qui est une survivante de la Shoah, une femme extraordinaire, vraiment, qui est en fin de vie maintenant, qui est vraiment à la fin de sa vie, et qui racontait dans sa vie à elle comment le lien peut naître d'une chose toute petite en fait, et on peut sauver la vie de quelqu'un sans le savoir, et donc nos petits actes comptent, nos silences, nos sourires, et parfois on pense c'est toujours des grandes choses qui aident, et Magda racontait que lorsqu'elle a échappé au camp, dans le camp, elle n'avait jamais pensé à mettre fin à ses jours, elle n'avait jamais été désespérée, parce que c'est la force de vie qui est là, confrontée à la situation la plus horrible qu'on puisse connaître. Et puis en sortant des camps, elle se sent hyper coupable, pourquoi elle survit, pas les autres, et elle est dans un train, et à Namur, elle descend du train, attirée, dit-elle, par l'odeur du pain, pour dire qu'elle avait faim, et que le pain de Namur est très bon aussi, c'est les deux, sûrement. Et là, on est à Mons, t'aurais dû changer un peu l'histoire. J'aurais dû changer, elle descend à Mons. Mais si le train était passé par Mons, elle serait encore descendue plus vite, bien sûr. Et puis, une période de sa vie très sombre, elle va passer par une période très sombre, elle pense vraiment, elle est tellement triste qu'elle pense mettre fin à ses jours. Et là, elle est vraiment décidée, c'est ce jour-là, de mettre fin à ses jours. Elle a une fiole de poison dans sa poche, elle va vers un endroit où elle veut aller, elle veut se suicider. Et sur le chemin, elle rencontre une femme, et cette femme lui sourit. Et ce sourire va réellement changer sa vie. Quand on dit changer sa vie, c'est ce sourire-là. Sauver. Oui. Changer sa vie parce que ça sauve sa vie. Et que s'il n'y avait pas eu ce sourire ce jour-là, elle n'aurait pas été là, elle n'aurait pas écrit son livre incroyable, 4 petits bouts de pain, elle n'aurait pas fait des interventions devant des milliers d'étudiantes et de jeunes pour leur donner justement le goût de vivre et apporter une tellement belle parole de paix et d'amour, ce qu'elle a fait toute sa vie. Et donc, une petite chose, sans le savoir. Et là, la femme au sourire l'a su, parce qu'il y a eu une relation après. Mais c'est possible, je me dis toujours, qu'on sourit à quelqu'un et que jamais personne viendra nous dire merci, et pourtant ça a peut-être changé la vie de quelqu'un. Et donc n'importe lequel des petits gestes peuvent bouger une montagne, peuvent retirer un nuage, peuvent faire naître une étoile. On ne sait jamais. Puis voilà, on arrive à votre chapitre, donc un chapitre qui m'a énormément plu parce que vous parlez des orphelins roumains. Et tout le monde connaît peut-être cette histoire où il y a des nombreux nourrissons qui ont été abandonnés dans des orphelinats, où ils étaient nourris, changés, mais ils n'ont jamais été pris dans les bras
Donc, ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas reçu le contact que d'autres bébés dans des ménages normaux ont reçu. Donc, on voit qu'il y a des conséquences de ce manque d'amour. Je commence. Et donc, mais vous connaissez l'histoire, en fait, elle est tellement connue aujourd'hui. Je pense que c'est l'histoire la plus connue sur la question de la résilience et qui montre quoi? Que lorsque... Je reviens un petit peu en arrière, cette histoire-là, avant les orphelins roumains, elle a été connue sur base d'études qui ont été faites sur des macaques rhésus. Et donc, alors c'est un peu cruel aujourd'hui, on ne ferait plus ce genre d'études de cette manière-là, mais ce qu'on montre, quoi, c'est que si on met pour ces petits macaques 2 mères de substitution, donc ils sont séparés de leur maman, et dans un cas, il y a un mannequin qui est tout doux, avec des poils et ainsi de suite, mais qui ne donne pas à manger ou à boire, et dans l'autre, il y a le mannequin fil de fer, mais ils peuvent trouver du lait, on voit que les macaques vont évidemment le plus rapidement et le plus souvent se mettre là où c'est doux. Et donc il y a ce besoin de contact, ce besoin de chaleur qu'on trouve chez les animaux humains, mais aussi chez les animaux non humains. Et être privé de contact, de chaleur et ainsi de suite a des conséquences très délétères, pas seulement au niveau relationnel maintenant et plus tard, mais aussi au niveau du développement du cerveau. Et heureusement, ce qu'ont montré les recherches, c'est que quand on prend un de ces tout petits enfants et qu'on le met par la suite dans une famille aimante, où il y aura ce lien, où il y aura ce contact, où il y aura ces relations, les choses peuvent se réparer, heureusement. Alors, malheureusement, pour beaucoup d'enfants, certaines et certains n'ont pas eu la chance, petits, d'avoir cette possibilité-là. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on répare ça plus tard? Mais on est toutes des survivantes de quelque chose, non? De blessures, parfois, même pas, parce qu'on peut être dans une famille aimante, et on peut avoir été blessé sans que quelqu'un ait voulu nous blesser, et sans même que la personne sache qu'elle nous a blessés. Ça n'empêche pas qu'on est blessé. Mais après, la question, c'est comment on peut trouver dans notre environnement, plus tard dans la vie, un moyen de réparer ça. Et ce qu'on peut dire aussi, peut-être, ça ne remplace pas, toujours attention, hein, parce que ce que je dis ne remplace pas tout ce qui a été dit avant, mais on peut se dire que quand c'est possible, pour une femme ou pour un homme adulte, est-ce qu'on peut être une bonne amie pour nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être comme une mère ou un père pour nous-mêmes aussi? Si on n'a pas eu la chance, on n'a pas toujours la chance de l'avoir. Et donc, cette question de bienveillance envers nous-mêmes, de compassion envers nous-mêmes, il y a beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui qui montrent que lorsque je peux être comme une amie, vraiment pour moi-même, eh bien, ça me permet d'aller mieux. Et ça ne remplace évidemment pas d'avoir des liens. Oui, et ce que je voulais peut-être ajouter, vous verrez que souvent je viens avec cette question systémique, mais je pense que pour pas non plus souffrir trop des enfances qu'on a eues quand on... Voilà, il y en a qui ont grandi dans des sectes comme Ilios, mais même quand on a grandi dans des familles dites pas forcément problématiques, on a parfois aussi souffert d'amour, et parfois quand on repense à ce que nos parents ont fait, les comportements qu'ils ont eus, on peut quand même se dire, mais tiens, comment ça se fait? Moi, j'ai pas eu des parents qui ont joué avec moi, ou des parents qui ont, ils m'ont mis toute seule dans ma chambre, que sais-je, etc. Se rappeler de la manière dont, en fait, on nous a... la science a beaucoup évolué ces dernières années, notamment la psychologie positive, qui était le sujet de notre premier livre. Et en fait, c'est à l'image de la société, c'est que ces orphelins roumains, on pensait bien faire, en fait. On pensait que ça suffisait, on pensait que leur donner... il y avait cette fameuse pyramide de Maslow, on se disait, s'ils reçoivent à manger, ça ira. Donc je pense que la science, elle évolue énormément. Justement, c'est un des bienfaits. C'est pour ça que nous, avec Émergence, on a toujours voulu aussi se baser sur la science. On sait aujourd'hui, les connaissances scientifiques évoluent énormément, et on sait à quel point c'est important de construire une société où on prend soin des liens. Et ça, on ne le savait pas forcément dans les années 80, 70, 60, etc. C'est seulement en train de changer. Alors bien sûr, il y a des polémiques. On voit bien, il y a cette Catherine Guéguin, donc cette psychiatre. Elle est psychiatre? Non, elle est psychologue. Peu importe. Elle est pédiatre, voilà, elle est pédiatre. Donc elle a beaucoup écrit justement sur le soin justement aux enfants. Il y a des débats en France parce que quand on parle de pédagogie positive, qui est finalement très en lien avec la psychologie positive, on se dit oui, mais c'est tout laisser faire aux enfants, ce n'est plus leur mettre de limites. Et je sais que la France, nos voisins, ils aiment beaucoup les polémiques intellectuelles qui sont parfois un peu stériles. Mais ce qui est très beau, c'est de se rendre compte que nous, dans nos familles, avec les rythmes de vie qui sont les nôtres, on essaie de faire du mieux qu'on peut, les mamans, les papas, avec toutes les contraintes sociétales qui nous sont imposées. Donc ne pas se blâmer, mais pas non plus se blâmer nos parents qui ont fait aussi avec l'état de la science à l'époque, qui ne disaient pas tout ça, qui ne disaient pas que l'importance des câlins, qui ne parlaient pas de ces hormones. On parle maintenant beaucoup de l'ocytocine. On parle vraiment beaucoup de ces choses-là qui n'existaient pas à l'époque. Donc je pense que c'est important aussi
voilà, on peut faire tout un travail aussi, comme tu dis, devenir la meilleure amie de soi, mais pas oublier aussi que voilà, la science évolue et qu'on n'a pas forcément donné de la place à ces connaissances scientifiques à l'époque. Je suis d'accord, il y a toujours les deux. Il y a toujours ce qu'on peut faire individuellement et ce qu'on pourrait faire en collectivité. Et c'est dommage de les opposer, parce qu'on pourrait souvent les opposer. Une idéologie qui met la responsabilité sur l'individu en oubliant le collectif, c'est très dommage. Mais oublier que chacun d'entre nous, on peut aussi faire quelque chose pour se réparer dans un collectif qui fonctionne le mieux possible, c'est intéressant aussi. Et on peut se dire que l'avantage, en tout cas l'intérêt de s'intéresser aussi à la personne et à ce qu'on peut faire, c'est que c'est quelque chose au moins qui dépend de nous. Et bien sûr qu'idéalement, on aurait toutes vécu dans un environnement qui nous épanouisse, mais ce n'est pas le cas, la réalité. Et donc si on peut aussi trouver à l'intérieur des ressources qui ne dépendent pas uniquement de l'extérieur, eh bien l'un et l'autre vont se nourrir. En tout cas, par rapport à ce que Caroline a dit, le capital social d'un pays ou de nos communautés, c'est la chose la plus importante. Et on le sait aujourd'hui, et en tant que politique, c'est, j'espère, la première chose à laquelle on s'intéresse, c'est se dire qu'au-delà de tout, c'est le capital social. Et on voit que les pays dans lesquels il y a le moins d'inégalités, par exemple, même s'il n'y a pas de pays parfait, ce sont les pays où les gens se disent les plus heureux au monde. Quand il y a le moins d'inégalités entre les hommes et les femmes, quand il y a le moins de stigmatisation, et ainsi de suite, c'est là que les gens se disent les plus heureux. Et même, on pourrait dire que quand on essaie de comprendre la différence de bien-être entre les États-Unis et le Mexique, ce qui est très bizarre, parce que le Mexique, c'est un pays où il y a beaucoup de violence et beaucoup d'inégalités. Et comparé aux États-Unis, en termes de niveau de vie, ils se disent moins heureux, bien sûr, mais ils devraient se dire beaucoup plus malheureux. Et pourquoi est-ce que, relativement, ils sont plus heureux que ce qu'ils devraient être? C'est qu'au Mexique, encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des liens sociaux très forts. Il y a une entraide qui est très forte, et malgré la violence, malgré les difficultés, ces liens sociaux font que les personnes arrivent encore à survivre. Alors, idéalement, évidemment, quand on a la chance de vivre dans des sociétés qui vont plutôt bien, on pourrait se dire que le premier investissement qu'on pourrait faire, ce serait dans le capital social. Et le capital social, il est dans tout. Il est dans notre manière de penser les habitats, il est dans la manière de penser les liens entre les générations. Comment est-ce que les tout jeunes et les plus âgés vivent en harmonie ensemble? Il est dans la manière inclusive de penser les habitats aussi, des personnes qui ont des différences. Et donc, il se voit dans tout. Oui, et pour compléter ce que tu dis, en fait, c'est vrai que c'est toujours un peu le hasard. Bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Quand on se retrouve sur une scène, moi j'aurais envie finalement de savoir ce que chacune fait aussi à son niveau pour prendre soin des liens. On n'a pas le temps malheureusement, mais c'est vrai que ça me fait penser à une initiative qui est juste à côté de nos bureaux à Etterbeek qui s'appelle Comme à la maison. Et peut-être il y a des initiatives comme ça à Mons. En fait, c'est un restaurant solidaire de quartier. En fait, les personnes qui habitent dans le quartier viennent tous les matins à 9h prendre le café et puis cuisiner avec les invendus. Donc il y a différents supermarchés qui laissent les invendus à ce petit lieu. Et donc, on a les habitants du quartier qui sont souvent des personnes âgées, des personnes neuroatypiques, des personnes fragilisées qui viennent passer leur matinée à cuisiner, à vraiment tisser du lien. Et puis, à une heure précise, à 12h30, les habitants, les travailleurs, les gens du quartier, les personnes qui travaillent à la piscine, nous qui travaillons à côté, il y a des enseignants, il y a les personnes qui travaillent dans le théâtre un peu plus loin, on se retrouve là autour de la table dans un repas qui a été concocté avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de liens. Et on est vraiment invité à faire table commune. Ce n'est pas des petites tables où on se met chacun avec la personne avec qui on est venu, on parle, on partage. Et c'est vrai que c'est une des initiatives dont on parle aussi dans le livre. Et c'est vrai que souvent, on peut parler de grands idéaux, mais moi je suis certaine aussi que chacune, vous faites des choses comme ça. Et je trouve que ça vaut la peine aussi en sortant d'ici que vous vous disiez, tiens, qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien pour prendre soin des liens, et d'en parler aussi, parce que c'est ça, nous on a la chance de pouvoir écrire, et donc peut-être des initiatives présentes dans le livre, elles vont vous inspirer, mais vous aussi, c'est sûr que ce que vous faites, ça peut vraiment inspirer les autres à aussi agir avec l'actualité qui est la nôtre. Parfois on est désespéré et on se dit, ben non, tiens, j'ai entendu là, une personne qui m'a partagé ce qu'elle faisait pour les animaux, ce qu'elle faisait pour les réfugiés, ce qu'elle faisait. Et ça peut vraiment... c'est vraiment aussi une chaîne d'altruisme. Mathieu Ricard, dont on parlait, il parle vraiment de l'importance de l'altruisme. Donc vraiment, ne doutez pas qu'en fait, vous pouvez vraiment contribuer à changer le monde, déjà par ce que vous faites, mais en le partageant autour de vous. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que nous, on parle, mais c'est vrai que je vois vos visages et tout, je me dis, mais j'aurais envie que vous me disiez... En Belgique, on sait qu'on a un des taux le plus élevé au monde de bénévolat. Il y a plein de gens qui, en plus de leur boulot, qui parfois ne fait pas sens, parfois on a la chance d'avoir un boulot qui fait du sens, parfois pas du tout. Et il y a plein de gens qui s'engagent, parfois quand ils sont retraités, prendre soin des enfants, l'école des devoirs, il y a plein de choses dans des clubs sportifs. Enfin, il y a vraiment tellement... ça, c'est une chance qu'on a en Belgique, je pense que c'est assez rare par rapport à d'autres pays. J'espère que ça restera, parce que notamment, je sais qu'ils essaient d'attaquer les ASBL.
Donc voilà. Et on doit regarder ce qui va bien aussi, non ? C'est pas nier ce qui ne va pas bien. Ce qui va pas bien ne va pas bien et on doit le changer. Il faut lutter contre l'injustice. Mais si on ne se nourrit pas de ce qui va bien, on finira par perdre de l'énergie et puis être tout déprimé. Donc on a vraiment besoin des deux, non ? De nourrir en regardant ce qui réellement, concrètement va bien et comment on peut le faire pousser. Parce que tout ce qu'on nourrit finit par grandir, non ? Et qu'est-ce qu'on a envie de voir grandir dans nos mondes à nous ? Des choses belles, des choses généreuses, des choses de liens positifs. Voilà, donc on a évoqué les personnes plus âgées. Attention, parce qu'il y a un ordre dans tout ça. Hein. Oui, quand même. Hein, on dirait pas, mais... mais bon. Donc, on constate que chez les personnes plus âgées, et les chiffres sont vraiment effrayants, que la solitude subie a quand même des conséquences sur leur santé. Donc là, je vais lire un petit peu. Donc, moi, j'ai lu que le manque de lien social diminue l'espérance de vie. Elle augmente aussi le système inflammatoire, elle affaiblit l'immunité et bien plus encore. Donc, il y a effectivement des effets dramatiques sur la solitude. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Mais je pense que récemment, tout le monde a été témoin de ça pendant la crise du Covid. Hein, on a laissé les personnes âgées seules, on les a laissées mourir seules. C'était vraiment terrible. Et ça, c'était une politique systémique où les sociétés n'étaient pas préparées. On espère que pour les prochaines crises, la société fera société autrement. Mais on a vu les dégâts psychologiques, on a vu à quel point c'était vraiment pas la chose à faire de laisser justement de côté. C'est ce que tu disais. On a laissé un des brins les plus fragiles vraiment se déliter. Et donc, il y a vraiment énormément de... je crois qu'on a tous été témoins, on a tous vu ça dans nos familles. Il y en a qui ont peut-être perdu des membres de la famille, on n'a pas pu aller aux enterrements, on n'a pas pu prendre soin. Donc, je pense que là, c'est vraiment quelque chose... Nous, ce livre, il a été écrit après le Covid, mais j'espère vraiment qu'on tirera des leçons aussi de cette crise et qu'on pourra faire société autrement. Oui, donc, pour la solitude, on peut voir la différence vraiment entre la solitude choisie et la solitude imposée, non ? On a besoin de solitude choisie, beaucoup d'entre nous en tout cas. Il y a de moins en moins d'endroits où il n'y a pas de bruit, par exemple. Ça devient, aujourd'hui, le silence devient un luxe réservé à des personnes qui ont beaucoup de moyens dans beaucoup de pays au monde. Et donc, pouvoir avoir une solitude par moment choisie, dans le calme, avec le chant des oiseaux, ça nous fait du bien. Mais avoir une solitude imposée, évidemment, c'est terrible. Et donc, comment trouver une société où nous puissions avoir, et en même temps, des liens très forts, et en même temps la possibilité de pouvoir prendre du recul. Et quand on est trop en contact de manière obligée, on a besoin de recul. Mais quand on n'a pas de personne sur qui compter, on a tellement besoin de liens. Donc on revient aux mêmes choses, c'est une évidence, hein, non ? On a besoin les unes des autres. Maya Angelou, elle disait que le jour de notre mort, ce qu'on retiendra de nous, ce n'est pas ce qu'on a fait, ce n'est même pas ce qu'on a dit, mais c'est les liens au fond. C'est comment les autres se sentaient avec nous. Et donc c'est pour finir ce qui est important, c'est ça encore. Oui, et Mathieu Ricard, dont on a déjà parlé, qui fait des retraites en silence très très longues et dit que c'est jamais dans ce moment-là qu'il se sent seul, en fait, puisque souvent la pratique spirituelle, elle consiste aussi à se nourrir le cœur aussi de justement tout ce qu'on a pu voir d'actes bienveillants, de souhaiter le bien des êtres, etc. Donc dans ces moments de solitude choisis, en fait, on se sent pas seul. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment la solitude imposée. Et parfois, même quand on travaille maintenant, on a vu aussi, moi je reparle du Covid, mais c'est vrai que les manières de travailler ensemble ont changé énormément. Il y a ce télétravail qui est devenu presque une règle maintenant. Et on voit à quel point les entreprises ont vu que les gens étaient très efficaces finalement en travaillant chez eux. Ça coûtait beaucoup moins cher à l'entreprise. Mais par contre, les gens, ça les rend complètement... c'est très dur de trouver la motivation, on se sent seul, il n'y a plus de limite entre le temps de travail, le temps de loisir. Donc voilà, c'est des conséquences aussi. On a besoin aussi d'être par moments vraiment en équipe, de se sentir travailler ensemble, travailler un projet, changer des idées, être créatif ensemble dans tous les domaines de la vie, justement, ces liens. Et puis après, effectivement, des temps pour être seul, pour réfléchir. C'est sûr qu'on en a besoin, mais là, ce télétravail qui est poussé à l'extrême, pour des raisons de rentabilité, c'est aussi quelque chose qui enlève complètement le sens du travail. Le sens quand on va au travail, ça c'est évident. Oui, je regardais l'heure pour voir combien de temps on a pour dire des bêtises encore, mais plus beaucoup. On va être bientôt libérés. Donc on souligne l'importance de la proximité physique, et il y a Rebecca Shankland qui en parle dans ce livre. Donc elle aborde aussi un sujet avec les petits-enfants prématurés. Donc on le sait, les enfants prématurés, ils ont beaucoup plus de chances aussi de mourir.
Donc, c'est pour vous mettre de bonne humeur, tout ça. oui, voilà, c'est continue. ça. Mais on va parler de quelque chose de très joli quand même. Donc, les études montrent donc que les enfants qui bénéficient d'un dispositif kangourou, et vous connaissez certainement le pot à pot avec la maman et avec le papa aussi, présentent 40% de risques de décès en moins. Donc, on se rend compte que ce toucher est très important, mais non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes, parce que parfois, le simple toucher, de poser la main sur une épaule, de toucher la main, a quand même une très grande importance aussi. Donc, je vous laisse la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'à nouveau, là aussi, c'est une question de pratique. On peut penser aux soignants et aux soignantes. Il y a peut-être des soignants et soignantes dans la salle. Je ne sais pas. Non ? Voilà. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été appris pendant les formations. Parce qu'on a dit aux gens qu'il fallait se protéger aussi. En fait, si on se relie trop, voilà, le fait d'être en contact physique avec la personne, parfois on disait non, mais fais attention parce que tu vas te sentir, tu vas te perdre dans la détresse de l'autre. Et on sait à quel point on a tous autour de nous des gens qui ont des maladies graves, ou même quand on doit être hospitalisé soi-même, on voit à quel point avoir un soignant qui est empathique et qui va peut-être aussi nous toucher parfois, juste mettre une petite main sur l'épaule. Ça change, ça fait toute la différence. Et donc, vraiment, c'est chouette que tu soulignes ça. C'est qu'en fait, c'est pas qu'une question pour les enfants, en fait, mais c'est comme si, en fait, on nous avait désappris cette importance de la tendresse. Et parfois, en fait, c'est comme si on nous réservait ça. C'est comme si ça pouvait se faire uniquement dans le couple, avec la famille, alors qu'en fait, le fait de pouvoir avoir des gestes de tendresse, vraiment de proximité physique, ben, en fait, c'est quelque chose c'est ça aussi qui nous rend humains, qui nous rend... Voilà, c'est la sensibilité qui peut s'exprimer, c'est très très important. Donc je pense que c'est chouette que Rebecca, dans son chapitre, elle explique ça, c'est qu'en fait, si on prend soin d'un enfant, si on prend soin d'un autre, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour nous. Et en fait, on ne peut pas se perdre... D'ailleurs, ça t'expliquera mieux que moi la différence entre l'empathie et la compassion. C'est peut-être un bon moment pour... Enfin, c'est une question de mots, mais tu vois... Là... Oui. Alors juste avant, je pensais à cette question du lien. Vous savez que le rejet social, donc se sentir rejeté, enfant ou adulte, ça va activer les mêmes zones du cerveau que les zones qui sont activées dans la douleur physique. Et donc on a vraiment besoin de ça. Et se sentir exclu, rejeté, discriminé, ainsi de suite, ça crée vraiment une douleur chez nous. Et donc on doit arrêter. On doit faire un peu plus vite en tout cas. Donc vous allez lire vous-même, vous allez de toute façon avoir envie d'acheter les livres. Donc, parce qu'il y a Fabienne Brugère aussi qui a un beau chapitre dans son livre. Donc on a déjà évoqué Christophe André, donc Mathieu Ricard aussi, on ne l'a pas oublié, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc je crois qu'on va devoir terminer. Donc il y a plein de chapitres qu'on a... Il y a plein de chapitres avec plein de pages, il y a plein de trucs écrits dessus qui sont très bien. Il y a aussi quelques photos. Je pense qu'on peut encore nous laisser 1 heure ou 2, mais bon voilà, on peut continuer aussi. On va dédicacer, donc oui. on peut parler aussi au stand de dédicace. Donc évidemment, le livre est présent. Donc il y a la dédicace qui aura lieu de midi à 14h. De midi à 14h, donc voilà, juste ici après. Il n'y a pas que ces 2 livres, hein. On a plein d'autres ouvrages aussi bien de Caroline que de Ilios. Voilà, ils vont les présenter très bientôt. Donc, moi j'ai terminé, je vous laisse la dernière parole de clôture. On a tout terminé là, c'est fini. J'espère que tout le monde est content. Et si vous n'êtes pas content, c'est trop tard. C'est quand même déjà fini. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On peut se retrouver, on peut continuer à papoter. Comme ça, on pourra vous entendre un petit peu, ce sera chouette. Oui, je crois on peut acheter les livres. Donc, moi, voilà. Le thème, pour terminer, mais c'est Satish Kumar, qui est un vieux monsieur, qui est en fait un bébé de 82 ans, tellement il continue à être joyeux. Et Satish Kumar a le titre d'un livre qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Et au fond, cette question de l'interdépendance, c'est se rendre compte que nous sommes toutes et tous liés, que le destin de l'une est lié au destin du plus vaste. Et je crois que c'est le jour où on comprend vraiment que nous sommes liés les unes aux autres, ça nous donne envie de prendre soin, non pas par obligation, non pas par morale, mais de manière naturelle et joyeuse. C'est ce que je nous souhaite. Là, on nous met vraiment à la porte, donc... parce on que s'en va. Non, je venais discrètement. Non, mais on se lève et on part. Voilà. Merci. Et alors, moi, je voulais juste dire qu'il y a certainement un lien entre vous et nous tous ensemble, parce que si on est venu à cette conférence, c'est qu'il y avait déjà un lien.
Et merci beaucoup de nous avoir invités. Ah, merci. Et d'avoir posé les questions. Oui, merci. Oui, voilà. Et merci d'être venu dans la salle pour qu'on ne soit pas devant une salle toute vide. C'est hyper sympa. Bah oui, c'est chouette. Merci.